Qui sedeva la mamma quando ci portava alla ghiera. Venuta lì per terra? No, si portava una seggiolina pieghevole. Andrea, com'era la mamma? Non te la ricordi? Prima sì, ma adesso mica tanto. Beh, non l'hai visto il ritratto nel salottino? Sì. L'estate era così, l'inverno era più pallida. Quando correva era tutta rossa e rideva. Che rideva me la ricordo. Era sempre allegra. Quando giocava a carte barava. Che cosa faceva? Barava, imbrogliava, prendeva 2 carte invece di una. Perché? Perché voleva vincere. Papà l'ha scoperta tante volte, ma lei niente. Diceva che se non barava non si divertiva. Tu le somigli. A chi? Alla mamma? Sì, gli occhi e la bocca. E quando ridi, ridi uguale a lei. Andrea, che vuol dire essere morto? È difficile spiegarlo. Perché? Prova a chiudere gli occhi, non respirare e tappati le orecchie. Ecco, vedi, dovrebbe essere presso a poco così. Ma io non vedo nulla. Cosa volevi vedere? La mamma. Per vedere la mamma si dovrebbe morire davvero. Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il m'était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Ah, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Trollstoy. Ah, ton cul. C'est mon génie. On peut plus le faire revenir? Mais comment veux-tu le faire revenir puisqu'il n'y est plus? Tu t'es sûrement trompé de touche, mais la bobine est encore bonne. Je vous en prie, essayez de faire quelque chose. Je vous paierai bien, je vous donnerai ce que vous voulez. Mais l'argent n'a rien à faire là-dedans, tu le comprends, oui ou non? Et il n'y a plus de son, un point, c'est tout. Tu as pourtant l'air d'un garçon intelligent. Petit! Petit! Oui. Tu as oublié la bobine. Tu pleures? Qu'est-ce qu'il y avait donc d'enregistré là-dessus? La voix de ma maman. Il y avait la voix de ta maman? Et c'est ça qui te fait pleurer? Et pourquoi? Elle est morte, c'est ça? Oui. Oui. Pauvre petit, ça me fait bien de la peine, mais je peux rien faire. Si j'étais magicien encore... Viens, viens mon petit. Calme-toi. Je vais te donner une goutte d'en remettre. Tu vas tout de suite te remettre d'attente. Eh oui, ça brûle, hein, c'est fort. Et ça vous requinque. Dans une minute, tu vas te sentir d'attaque. Allez, viens t'asseoir. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B qui a décidé de démarrer son émission avec un extrait profondément déprimant, toujours en compagnie du docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Merci de nous accueillir dans un nouveau studio. On inaugure des bureaux, on a le droit de le dire, dans le Nouvel Arvor, qui vous accueille dorénavant. En de 13h à 23h. En ce moment même, alors qu'on enregistre, il y a une soirée spéciale Paul Verhoeven quand même à l'Arvor. C'est chouette de pouvoir... Et c'est la fête
du Et cinéma. c'est la fête du cinéma, donc il y avait Basic Instinct et Total Recall. C'est quand même assez appréciable d'avoir ça dans ces nouveaux locaux qui sont très accueillants. Merci à vous de nous permettre de faire cette émission ici, une émission où nous parlerons Merci BNP Paribas. enfin de cinéma, puisque la dernière c'était consacrée à des livres de cinéma, et là enfin tu es retourné en salle. On a vu beaucoup de belles choses, mais on parlera quand même de sorties Blu-ray notamment. On a pu l'entendre dans ce générique. On parlera de L'Incompris de Luigi Comencini, un film italien de 66 qui est absolument merveilleux. On gardera ça pour la deuxième partie. On démarrera vraiment avec les sorties, et on va démarrer même avec le pire, puisque tu as vu en entier, toi je crois, le dernier film de Guy Ritchie, Un homme en colère, avec Jason Statham. Je fais un spoiler un petit peu, mais c'est un remake d'un film français de Nicolas Boukrieff, qui était d'ailleurs coécrit par Boukrieff lui-même, Le Convoyeur, avec Albert Dupontel. Toi tu l'as vu en entier, tu peux te permettre de dire que c'est de la merde? Ouais, Pardon, non, mais c'était étonnant parce que je fais un travail de critique Oui, impressionnant, oui. tu l'as vu, Non, mais parce que moi, en fait, Guy Ritchie, en fait, moi, c'est pas un cinéaste dont je suis la carrière. Alors, il y a des tas enfin, cinéastes, c'est beaucoup dire, hein, en tout cas de metteurs en scène dont je suis la carrière, alors que je trouve leur travail déplorable. Par exemple, Zack Snyder. Bon, je vais voir les films de Zack Snyder. Nolan, dans une autre échelle, évidemment. Il y a plus de trucs qui m'intéressent chez Nolan. Mais Guy Ritchie, c'est quelqu'un que je ne suis pas. Il y a des tas de films de lui que je n'ai pas vus, alors même que c'est quand même quelqu'un... passé à côté d'un truc, d'un auteur, mais d'un styliste. moi, pour le coup, quand Arnaque, Crime et Botanique et Snatch, moi, c'est des trucs où je tiens 20 minutes, je trouve ça profondément à chier. Et en fait, surtout que ça m'ennuie profondément. ça m'ennuie, je trouve ça nul. Et mais vraiment, au bout d'un moment, il va falloir peut-être que je m'attelle à regarder ça en entier, parce que c'est effectivement des films qu'on dit avec 5 guillemets, des films cultes, parce que c'est clairement des films dont on te cite souvent. Tu dis, quand on te dit, bah toi, tu t'intéresses au cinéma, moi j'aime bien. Oui. Ou tu parles de Tarantino, tu dis, ah ouais, il y a un autre truc dans le même style qui est super, c'est Snatch de Guy Ritchie, ça c'est super. J'entends beaucoup parler de Snatch aujourd'hui, de gens qui étaient peut-être même pas nés d'ailleurs quand c'est sorti. Peut-être, ouais, c'est quand même un truc qui traverse un petit peu les années, bon, beaucoup moins que d'autres films du même style, et notamment de ceux de Tarantino, mais en tout cas, c'est des films qui ont une sorte de maintien de films un peu drôles, les films un peu pizza-bière, rigolos, avec des personnages un peu en couleur, qui et ont puis des gros numéros d'acteurs. Qui ont peut-être une énergie aussi qui communicative. Peut-être, mais en tout cas, moi j'ai toujours trouvé ça, mais complètement fabriqué, nul et non avenu, et ça me sort par les yeux, et je trouve ça voilà, horrible. Je sais pas pourquoi je me suis dit un soir, tiens, je vais regarder Un homme en colère, peut-être parce qu'en fait il y a eu j'étais tombé sur mes fils de réseaux sociaux sur plusieurs messages qui disaient, tiens, enfin Guy Ritchie il a fait un bon film, Un homme en colère. En plus, moi, c'est le remake, donc du coup, de Un convoyeur de Boukrieff, donc ça m'intéresse d'autant plus parce que je tiens vraiment Le Convoyeur de Boukrieff. Peut-être en redire vraiment un très très bon film, enfin un très grand film français, un très grand film tout court, quoi, un film que j'ai regardé pas mal de fois et que j'aime beaucoup. Et j'ai commencé à regarder ça, et je me souviens qu'on a échangé plusieurs messages pendant le truc, enfin quelques messages en disant, bah tiens, je vais commencer à regarder Un homme en colère, et c'est plutôt cool parce qu'effectivement, on arrive dans une première scène relativement, non pas voisine du convoyeur, mais qui pourrait peut-être augurer une sorte de plongée dans un milieu spécifique, j'ai envie de dire. Le convoyeur de Boukrieff, on a vraiment ce truc-là, un personnage qui arrive dans un milieu spécifique, dans un lieu, non pas dans un huis clos, mais dans une structure. Il y a un aspect claustrophobe dans et puis surtout un milieu professionnel, quoi. C'est un film qui est du coup avec Dupontel, avec Dujardin, avec Berléand. Il y a tout un tas de second rôle, de Perron aussi. Oui, la famille Dupontel, on retrouve beaucoup de la famille des acteurs de Dupontel, en fait. Qu'on pouvait retrouver vachement dans les années 90, voilà. Et on arrive dans un milieu professionnel qui était rarement filmé au cinéma, des convoyeurs de fonds, et avec ce qui dans une entreprise en plus qui est au bord de se faire racheter. Complètement. Vraiment, il y avait un petit peu cette tonalité un petit peu, non pas sociale, mais en tout cas d'attention, non pas documentaire, mais vraiment très attentive à une sorte de véracité d'un milieu limite très spécifique. Tu sais, voilà, on est dans un milieu. Et une sorte de peinture de personnages dans le Boukrieff qui était vraiment où tous les personnages, on saisissait un petit peu leur caractère dès le début. Il y avait un vrai talent d'écriture là-dessus. Une chose que je pouvais retrouver dans Un homme en colère,
en façon fois 1000, en tout cas sous testostérone à fond. C'est-à-dire que le début, c'est très, enfin moi je trouvais ça très drôle jusqu'au moment où je t'ai envoyé le message. Je dis ça commence plutôt bien. C'est-à-dire que voilà, on a la même plongée de ce personnage, donc Dupontel, Jason Statham, qui arrive dans ce milieu-là et qui se balance des blagues de couilles dans une ambiance un peu à la Aliens quand Ripley arrive chez les GI, où c'est un concours de grosses vannes. Et je me dis tiens, c'est vraiment marrant, on va arriver dans un truc un peu cinéma, comment dire, badass. Moi, ce à quoi j'ai pensé quand j'ai démarré le film, en sachant que c'était un remake du coup, je me suis dit ça va peut-être partir sur la même forme de remake que pouvait être True Lies par rapport à la Totale. C'est-à-dire qu'en effet, on a gonflé un peu tous les trucs. Et pourquoi pas? C'est-à-dire, True Lies, justement, c'était un très bon exemple. Ça me donne un divertissement, ma foi, assez... Alors, c'est James Cameron, bien sûr, mais un divertissement très enlevé, généreux, devant lequel je prends énormément de plaisir. Pourquoi pas transformer ce film sec, extrêmement sec, qu'est le Convoyeur, en quelque chose d'un peu plus gonflé. Justement, on passe en effet de Dupontel à Jason Statham. Mais pourquoi pas, en fait? Carrément. Moi, de toute façon, c'est tout mon... ce que je reproche au film va reposer un petit peu là-dessus. C'est que moi, le début, on est dans une mise en place, de toute façon, que je trouve marrante, qui moi correspond à une partie de mes goûts, c'est-à-dire ce côté concours de couilles rigolo dans lequel j'ai pu grandir dans ma cinéphilie avec certains films d'action des années 80-90, rigolo quoi. Tu vois, on fait un truc et puis complètement, et avec des vannes plutôt marrantes, très vulgaires, et au bout d'un moment tu te dis en fait je me suis retrouvé devant un film qui correspond à un truc que j'aurais peut-être un petit peu de mal à définir, mais qui est un cinéma de l'éternelle mise en place en fait, où tu as l'impression que c'est un cinéma qui n'arrive jamais à déployer ce qu'il met en place au début. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, parce que le film est complètement beaucoup plus complexe en termes narratifs, complexe non pas au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il ne va pas non plus suivre un fil chronologique relativement simple, et il agit vachement en termes de flashbacks, et vraiment des flashbacks imbriqués dans les flashbacks, tout expliquer, pour pouvoir vraiment expliquer les backgrounds de chacun des personnages et les pourquoi du commun, pourquoi du comment des motivations des différents personnages. Mais en tout cas, tout ce qui me plaisait en tout cas dans ces mises en place augurait en tout cas une sorte de portrait, une sorte de plongée dans un milieu avec différents personnages dont on pourrait appréhender les différents caractères et avoir un récit qui va se déployer par rapport à ça. Et en fait, non. Parce que ce n'est qu'un cinéma de mise en place. On a un cinéma de mise en place. Une fois qu'on a une sorte de la mise en place a été mise, on a une sorte d'espérance sur une sorte d'archétype de personnage. Et vu que c'est un cinéma complètement creux, mais comme tout ce que je pouvais ressentir devant n'importe quel film de Guy Ritchie que j'ai vu, c'est-à-dire que le mec, il ne peut absolument jamais remonter à la surface. C'est qu'on sent que quand il monte à la surface, qu'il peut prendre un peu d'oxygène, il va replonger dans l'océan du cliché. C'est juste pas possible. Il ne fait que ça. Donc on a le même sentiment que j'avais eu avec c'est lui qui avait fait les Sherlock Holmes aussi. Ouais. Et c'est vrai que c'était exactement ça. On avait toute la matière avec les films Sherlock Holmes pour faire un divertissement que je n'ai pas vu, généreux, chouette. Et à aucun moment justement il était capable en fait d'alimenter la machine. Grosso modo, c'est qu'en effet il fallait revenir en arrière, il fallait faire un petit pas en arrière, mais du coup qui empêchait toute avancée et toute capacité pour le spectateur en tout cas de s'attacher à quoi que ce soit aussi, et à y prendre du plaisir un minimum en fait. Je suis surpris moi que ça fonctionne en fait, c'est ça qui m'intéresse. Mais moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que je me dis, moi je rapproche, c'est pour ça que je citais Nolan tout à l'heure, mais en même temps j'ai ressenti un gros rapprochement avec le cinéma de Nolan, parce que Nolan, j'ai toujours l'impression que c'était quelqu'un qui était très fort dans les scènes d'exposition et qui était incapable d'aller au-delà de la scène d'exposition. Et il y a un usage de la musique dans Un homme en colère qui est relativement similaire, et aussi qui va de pair avec une mise en scène qui est assez voisine de celle de Nolan, c'est-à-dire une musique un petit peu tonitruante et relativement surdramatique, avec qui en général commence sur un plan très très large et qui va montrer que il va se passer quelque chose d'extrêmement important.
Et en fait, on a juste l'information, les billets, enfin tous les billets esthétiques et cinématographiques vont nous montrer qu'il va se passer quelque chose d'extrêmement important. Et au final, tu es complètement parasité intellectuellement et non pas sensitivement par l'idée que c'est hyper important ce qui va se passer. Parce qu'on est dans un film qui se veut hyper noir. Hyper, on est presque dans un polar hard-boiled, oui, c'est ce que j'allais dire, vraiment complètement. Tu vois, on parlait de Zahler la dernière fois. J'ai pensé un peu à Zahler en fait en regardant le truc. Je me suis dit tiens, c'est marrant parce que Zahler a aussi ce truc-là. On en parlait la semaine dernière de vouloir aller à fond dans le genre et à la fois d'investir à fond l'existence de ces personnages. Et là, effectivement, on est dans un truc où on a clairement le portrait d'une ville, pareil dans Un homme en colère. Quelque chose qui va dresser une sorte de topographie du crime dans une ville donnée avec différents clans et différents classes sociales qui vont s'imbriquer et la façon de le mettre en place, t'as l'impression que c'est Sin City de Rodriguez, quoi. C'est qu'à un moment tu dis putain, on n'a que l'enveloppe, quoi. On n'a que l'enveloppe. À aucun moment le mec va s'obstiner, enfin va pouvoir se donner la peine de donner un petit peu de consistance aux archétypes qu'il est en train de mettre en place. Et ce qui donne des films que je trouve abjects, parce qu'en fait c'est aussi des films qui manipulent une certaine idée de représentation de la violence. Et là je me dis c'est hyper chaud parce qu'en fait le film est hyper violent et moi du coup je me dis mais c'est vu qu'il n'est pas du tout dans un registre on va dire second degré sur le rapport à la violence, il est au contraire dans un rapport surdramatique à la Nolan justement, genre je vais vous parler de quelque chose d'important et qui en même temps représente une violence hyper qui ressemble à celle des années 80. Enfin voilà, on a quelque chose de mais non, je veux dire que c'est un peu la Charles Bronson post 85 quoi. Ouais, enfin dans les actes, mais dans la représentation c'est ça, mais dans les actes, parce que justement la représentation comme tu dis c'est celle ultra sérieuse, ultra importante, alors que ce qui se passe, enfin la forme va pas avec le fond qui est vraiment comme en tout cas ce que ça raconte, c'est un truc vraiment des années 80 où ça tire à tout va sur les trucs. Ce qui est intéressant moi j'ai revu Le Convoyeur justement cette semaine, le film de Boukrieff. Ça m'intéresse par rapport justement au rapport au personnage et au mystère entre guillemets, parce que le film de Boukrieff est bourré de mystères. C'est-à-dire que justement comme tu le disais, il est capable en quelques plans, en une séquence à peine de montrer des caractères de personnages et puis c'est un prodige de mise en place. C'est assez impressionnant et le film est extrêmement sec, il est court, c'est 1h30 à peine et en 1h30 il racontait énormément de choses. Mais il reste énormément de mystères sur justement ce qui s'est passé au personnage de Dupontel avant il y a un petit flashback et on voit une séquence en effet, on a des indices sur ce qui s'est passé, mais il donne pas toutes les réponses clés en main, il prend pas un tableau pour nous montrer tout ce qui s'est passé, expliquer tout ce qui se passe, tout le bordel. C'est génial, moi j'adore ça en fait. Et il y a une mise en scène qui est extrêmement sèche, la violence arrive par surprise, elle est pareil brutale, mais en même temps elle apparaît comme entre guillemets réaliste. À savoir que ça va vite et c'est pas un déchaînement de violence, c'est pas Dupontel en plus. Et à l'inverse de Statham qui dans ce film-là une espèce d'as de la gâchette, l'homme le plus fort du monde, qui un ancien tueur professionnel. Oui, voilà, c'est ça. Dupontel c'est l'inverse dans le film Boukrieff. La violence est encore plus crédible justement quoi. Mais tu vois, tu disais voilà, il aborde pas, enfin on comprend pas forcément les personnages ou la violence peut être excessive dans le film de Statham. Dans le film de Boukrieff, ça peut être le cas aussi, mais on est dans un registre de mise en scène extrêmement différent. Et une mise en scène extrêmement précise aussi, qui va justement dans l'épure, qui va créer une ambiance claustrophobe. On est soit dans l'usine justement qui entrepose l'argent, soit dans le fourgon. On sort très rarement et quand on sort, c'est entouré d'immeubles. Il y a aucun espace. Il a créé Boukrieff un univers qui fonctionne à la merveille. Et c'est vrai qu'à aucun moment,
Guy Ritchie est capable en fait de proposer un univers cohérent. Non, et puis en fait, pas. le film se transforme en histoire de vengeance. Alors du coup, comme tu disais, c'est des flashbacks et qui vont durer une éternité, qui vont gâcher aussi toute tension qui était extrêmement présente justement dans le film Boukrieff. Cette tension, ce suspense, jusqu'au bout, on ne sait pas encore qui va être jusqu'à les 10 dernières minutes. On ne sait pas, par exemple, qui est le traître entre guillemets, qui bosse à l'intérieur. Ça fonctionne à 100%. Ouais, ça fonctionne à 100%. De toute façon, après, le remake prend plein de liberté par rapport à l'original. Et pourquoi pas, carrément tant mieux. Bien sûr. Mais c'est pour ça que je parlais de True Lies au départ. Oui, mais pour moi, c'est vraiment, ça correspond à un mode d'écriture qui correspond, qui est hyper contemporain, qui a un mode d'écriture à la Poisson Rouge. C'est que là, tu dis, moi, par exemple, je pense que la première scène, par exemple, quand il rencontre son instructeur, qui est Host Malkali, je crois, enfin en tout cas l'acteur fétiche de Fincher qui jouait aussi dans Mindhunter, un des rôles principaux, qui est un acteur de second rôle qui est hyper bon, clairement. Là tu te dis c'est taré parce que dans sa mise en scène, clairement, il te fait avoir de la sympathie pour lui. Mais non pas en ménageant une zone d'ombre ou je sais pas quoi, comme c'est le cas pour le personnage de Dujardin, qui est de Jean Dujardin, qui est son alter ego dans l'original. Là, et au bout d'un moment, quand il devient méchant, parce que voilà, on spoil, on n'en a rien à branler, c'est quand on apprend que c'est le méchant, tu dis c'est absolument pas crédible. Enfin, en fait, c'est malhonnête aussi. En fait, c'est malhonnête, c'est que le film, c'est Mémoires de Poisson Rouge, le film s'est rechargé, il a changé de genre, parce que de toute façon, vu qu'il ne s'intéresse pas à déployer des arcs narratifs ou une esthétique relativement cohérente de A jusqu'à Z, et dans ce genre de film qui ne carbure qu'à une sorte d'injection sous testostérone ou sous hormones de surpression, mais de façon complètement artificielle, le personnage, il peut très bien avoir aucune incohérence à la fin. De toute façon, si jamais tu es adepte de ce genre d'expérience esthétique qui est proche de la publicité, en fait, tu acceptes que ton personnage, pour lequel tu as eu un peu de sympathie, il devienne complètement con et complètement amoral, mais jusqu'au dernier degré, alors qu'on t'a fait complètement adhérer à lui auparavant. Pour moi, je sais pas, en fait, je me dis, mon expérience du film, en fait, elle n'a pas été si désagréable que ça, parce que sinon je l'aurais arrêté, en fait, le film. C'est un truc qui esthétiquement est suffisamment riche, parce que je pense que le mec, il a clairement un talent de metteur en scène, de façon à solliciter toujours l'œil de son spectateur, d'avoir une sorte de science de on va dire de susciter un petit peu l'essence, en fait, tout simplement. Mais au final, c'est le pire cinéma que je connaisse, en fait, quoi. On va pas passer trop de temps quand même, parce que là, ça fait trop de temps qu'on passe, je pense, sur le Guy Ritchie. J'ai pas cité quand même Carpenter, parce que en revoyant le Boukrieff, j'ai beaucoup pensé à Saw, et c'est vrai que tu me parlais en antenne du Need Gap, et en termes de mise en scène de Syrie, en termes de mise en scène, le Boukrieff me fait beaucoup plus penser à du Carpenter quand même, justement, dans cette dans cette mise en scène. On passe à autre chose, mais on reste un peu là-dedans, justement, puisque le cinéma français a un peu œuvré dans le cinéma de genre dernièrement. Alors bientôt les gens vont beaucoup parler, je pense, de Julia Ducournau, et je suis pas sûr qu'on soit du même avis que tout le monde à ce niveau-là, mais avant ça, il y a eu 2-3 sorties chez vous d'ailleurs à l'Arvor, je crois, de films français, un peu de genre. Le premier dont tu voudrais parler, est-ce que ça serait La Nuée, est-ce que ça serait Médecin Nuit, après très rapidement, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que ça revient, mais un petit peu comme une arlésienne. Moi j'ai l'impression qu'en fait cette grande thématique du genre et du cinéma français, c'est vraiment l'arlésienne qui revient tous les 10 ans, et dont on a l'impression que certains journalistes, quand ils le ressortent, c'est comme si c'était une absolue nouveauté, et nous, en étant un peu vieillissant, on se rend bien compte que c'est un truc qui nous habite depuis longtemps, et dont on a vu les échos, en tout cas médiatiques, depuis bien longtemps, et dont on s'est fait aussi nous-mêmes l'écho, parce que c'est une problématique qui nous intéresse. Et là est sorti dans ces dernières semaines La Nuée et Teddy, deux illustrations a priori absolument formidables d'un renouveau du cinéma français sur le cinéma de genre. Moi, j'ai pas trop envie de m'attarder, parce que je trouve en plus qu'il y a eu pas mal d'autres médias et d'autres podcasts en particulier qui en ont bien parlé, mais clairement, moi, il y a aucun des deux films que je déteste,
que ce soit Teddy ou que ce soit La Nuée, mais clairement on est dans un cinéma qui est tellement diamétralement opposé à ce qu'est le cinéma de genre en particulier, c'est-à-dire vraiment une sorte d'imbrication absolument, pour moi la force du cinéma de genre, c'est voilà c'est la norme et la marge qui se confondent, c'est-à-dire la norme d'une forme et d'archétype extrêmement reconnaissable pour tout le monde, qui vont pouvoir qui veulent voir un film de zombies, qui veulent avoir des zombies, et le côté, la marge de quelqu'un qui va insuffler à cet archétype-là une sorte de personnalité extrêmement, une sorte de spécificité. Là, on est dans une sorte de film de genre qui est surconscient en fait de lui-même. Non pas que ça soit un film qui soit un petit peu dans le sillon de film à la Scream, de quelque chose qui réfléchisse sur le genre, mais plutôt de cinéma qui veut, qui affecte d'être un film de genre. Alors que c'est plutôt, dans la grande tradition du cinéma français, des purs films d'auteur, dans le cas de Teddy, c'est-à-dire quelqu'un qui a un univers visuel un peu particulier, qui est soi-disant de passant très très moche, qui procure quelques scènes relativement intéressantes, mais qui est pareil, complètement dépourvu de regard. Et pour La Nuée, c'est un cas d'école d'un cinéma social français qui a un ingrédient de genre, qui ne fait que extrapoler ou de hyperboler déjà le petit ingrédient de genre qu'il y avait dans Petit Paysan, le film d'Hubert Charbel, je crois, qui était sorti il y a quelques années, qui était un gros succès de l'art essai, et qui avait un petit ingrédient de genre. Là, La Nuée l'extrapole complètement, mais au final, si on enlève l'ingrédient de genre, on se retrouve devant un film social français sur une catégorie socio-professionnelle spécifique. Ça n'a aucun intérêt. Mais justement, je me fais l'avocat du diable, en plus pour des films que je n'ai pas vus. J'ai peut-être déjà utilisé cet argument-là précédemment, parce que c'est pas la première fois que ce problème revient sur le tapis pour des cinémas français notamment. Est-ce que tu prendrais pas ces films-là par le mauvais bout, à savoir justement aller les voir par exemple comme des cinémas de genre, parce qu'ils sont peut-être vendus comme tels par exemple, et évidemment du coup la déception est là, et même si c'était pas le cas, de toute façon la déception pourrait être là, hein, je remets pas en cause la qualité même des films. Est-ce qu'il faudrait pas y voir une espèce de tentative quand même d'un cinéma social, de justement sortir de espèce de carcan visuel ou esthétique en tout cas qu'il a, pour justement déployer et offrir à un spectateur qui voudrait un cinéma social quelque chose d'un peu plus cinématographique, qui tiendrait aux gens, mais sans s'ancrer là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas sûr d'être tout à fait clair. Mais justement, est-ce qu'il faudrait pas mieux aller voir ces films-là comme des films entre guillemets sociaux, des films d'art et essai, puisqu'ils sont présentés au cinéma d'art et essai. Donc du coup, tu as des spectateurs d'art et essai qui viendraient voir ces films-là et qui d'un coup se feraient happer par un élément de genre. Mais en fait, il y a deux réponses, hein. C'est-à-dire que une réponse économique qui est cinglante, et d'ailleurs les chiffres le démontrent, c'est que de toute façon c'est un échec total, parce que tu peux pas le reprocher par exemple au metteur en scène, au créateur du film, de vouloir proposer ça, en tout cas d'essayer de proposer ça. Mais en fait sociologiquement, de toute façon, telle qu'est constituée la public d'un cinéma d'art essai sur un film aussi spécifique que La Nuée, c'est-à-dire un film de genre français qui n'est pas vendu non plus comme Conjuring. De toute façon, à la fois les spectateurs, ce qui fait le gros du public art essai, ne va pas voir ce film parce qu'il ne veut pas avoir peur, parce qu'il n'est pas du tout client. Je schématise complètement, hein, mais c'est le cas et les chiffres le prouvent, hein. Il ne veut pas voir un film d'horreur. Et un spectateur de film d'horreur va pas trop voir La Nuée parce qu'il veut pas voir un film français. Donc déjà, il y a un gros problème là-dedans, ce qui est le problème à résoudre. Donc ça, c'est un problème qu'il faudra régler. Ça, c'est un problème qu'il faut régler, mais c'est un vrai problème qu'il va falloir vraiment prendre à bras le corps à un moment. En tout cas, ça se fera que sur le long terme. Après, ceci dit, moi, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que La Nuée, moi, c'est pas un film qui m'a déplu, parce que clairement, je pensais que j'allais détester ce film. Mais parce que moi, en fait, les films sociaux, j'en vois beaucoup parce que je travaille à l'Arvor et on en passe des caisses. Peut-être un peu moins ces dernières années. C'est peut-être depuis la rentrée. Hein. Oui, c'est peut-être un cliché. Enfin, même depuis 2 ans, le cliché du film social naturaliste français, il a bon dos. Effectivement, on peut lui casser, mais en fait, il y en a pas
il y en a moins qu'avant, sûrement. Et en fait, quand c'est relativement bien écrit, moi, je sais que je regarde ça comme j'ai un plaisir qui est proche de celui que quand je regarde un film d'action lambda des années 80 de Commando. C'est-à-dire que voilà, t'as des éléments, t'as des ingrédients de genre en fait. C'est un genre. Et puis tu regardes ça, voilà, ça se suit tout seul, comme quand tu regardes un épisode de série télé à la con, et ben ça se suit tout seul. Et moi la nuée, juste qu'il faut pas après en faire un article dans Le Monde pour expliquer. Et la nuée, bah clairement, en termes sur le plan du film social, avec les imbrications entre les impératifs économiques, une observation économique, l'influence de l'aliénation économique sur les liens familiaux et tout ça, voilà, ça fonctionne, c'est sans génie et tout ça, mais moi, dramatiquement, en tout cas, ça fonctionne sur moi. Moi, je peux regarder ça sans déplaisir. C'est juste que je constate juste l'échec total d'imbriquer ça avec un imaginaire, en fait. Et c'est surtout ça le problème, quoi. C'est que comment tu veux c'est toujours pareil. Enfin, je pense que pour moi, c'est pour ça que j'aime le cinéma de genre, en tout cas l'imaginaire et le film fantastique ou d'horreur et tout ça, c'est que ça. C'est le principal recours pour accéder à la vérité des choses. Il faut en passer par la pure fiction, c'est-à-dire l'imaginaire, l'horreur, le genre, et quelque chose qui soit de l'ordre du pur, l'abstraction totale. Et c'est là que tu atteins la vérité d'une situation qui pour toi te touche tous les jours, quoi. C'est Massacre à la tronçonneuse qui est le meilleur film qui parle de l'aliénation économique. Voilà, c'est tout. Avant de passer à l'incompris, un petit mot justement à ce sujet, peut-être vu ce que tu racontais du médecin de nuit. Moi, ce qui m'a intéressé quand tu m'en parlais en antenne avant qu'on fasse cette émission, c'est la nouvelle apparition peut-être de Vincent Macaigne dans Médecin de nuit qui rend crédible le fait que lui-même tabasse ou utilise une arme. Ouais. Après, moi, j'étais hyper. C'est pas que c'est un grand film, mais Médecin de nuit, moi, je trouve que c'est vraiment. Pour le coup, ça n'a pas trop été vendu comme ça, j'ai l'impression. Et en fait, Eli Wajman, le réalisateur de ce film-là, il a une position un peu particulière, j'ai l'impression. Moi, j'ai rattrapé tous ces films sur les dernières semaines. Qui sont Alia avec Pio Marmaille, je pense que c'était le premier film de Pio Marmaille, et Les Anarchistes qui était avec Adèle Exarchopoulos et d'autres acteurs assez intéressants du cinéma français, d'ailleurs qui sont des acteurs très physiques. Je pense à Swan Arlo et un autre dont j'oublie le nom et qui est hyper fort, enfin hyper bon acteur. En tout cas, le Médecin de nuit, clairement sur le papier, c'est un pur film noir, mais pas du tout un film de genre d'exploitation, mais pur film noir sur une unité de lieu, clairement avec le poids du fatum. On est vraiment typiquement en tout cas en termes dramaturgiques, dans le registre du film noir tel qu'il a été constitué à la fin de la Seconde Guerre mondiale ou pendant la Seconde Guerre mondiale. Et moi, ce qui m'a étonné, au-delà du fait que je trouve que c'est un film hyper efficace, enfin moi que j'ai suivi avec beaucoup de passion de bout en bout, sans en retenir beaucoup de choses, comme tous les films de Wajman où je me dis il y a un vrai talent d'écriture, il y a une grosse attention à la mise en scène, c'est bien fait, mais au final, j'en retiens pas grand-chose. Moi, ce que je retiendrai et ce que j'avais envie de juste de ressortir, c'est que parce que j'ai une vraie passion pour les acteurs français, parce que j'ai un peu de pitié pour eux, parce que je me dis, il y a beaucoup de très grands acteurs français, il y a plus de très grands acteurs français que d'excellents metteurs en scène français. Donc je me dis, putain, ça doit être dur d'être un acteur aujourd'hui, parce que les grands acteurs n'existent que s'il y a des grands metteurs en scène. Et là, je me dis, c'est chaud pour les acteurs en ce moment. Et là, pour le coup, Vincent Macaigne, qui est une vraie apparition du cinéma français depuis 10 ans, qui est fatigante parce qu'on la voit à tort et à travers. Là-dedans, il rajoute une corde à son arc et puis il joue une sorte un médecin, certes, mais un médecin plutôt... teigne, quoi, badass un peu, et il y a des scènes de baston là-dedans qui sont très courtes dans le film, faut pas s'attendre à John Wick, mais où tu vois Vincent Macaigne balancer des patates à des gens, pas du tout de façon graphique, genre John Wick, encore une fois, pas du tout, on est dans un registre d'un cinéma très particulier, enfin en tout cas très différent de John Wick, mais par contre tu crois complètement à la violence des coups portés. Et faire croire que Vincent Macaigne, le Droupi,
du cinéma d'auteur français qui a surjoué les trentenaires dépressifs peut être un mec qui se bat avec une conviction telle qu'on le voit dans Médecin de nuit, c'est une gageure, quoi. Donc c'est à la fois apporté au crédit de Eli Washman, le réalisateur, et de Vincent Mackay, l'acteur, et du coup tu te dis putain, on peut faire des choses, quoi. On oublie le cinéma français, on fait une courte pause en écoutant à nouveau un extrait de L'Incompris de Comencini dont on parle juste après. Regarde, Jonathan. Le monde pourrait s'écrouler autour de lui, il continuerait à jouer. Je crois que tu te trompes, John. Jonathan est comme un petit chien sans maître. Casse-le un peu et tu verras. Jonathan n'est pas un petit chien. C'est un enfant. Et moi, ce que je lui demande, c'est des réactions humaines. Oh, je ne voudrais offenser ni les enfants ni les chiens. Seulement, ils ont un point commun, c'est le besoin d'un maître. J'ai essayé vainement de devenir l'ami de Johnny. Pas l'ami de John, le maître, entends-tu? Fais-lui porter un journal entre les dents, tu le rendras parfaitement heureux. Je t'en prie. Est-ce que pour une fois, tu ne pourrais pas être sérieux? Non, mais ne t'inquiète pas, je ne taire. D'autant plus que tu m'as compris. C'était donc un extrait de L'Incompris de Comencini, un film de 66 qui ressort en Blu-ray chez Carlotta. Je demandais à Antonin, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Carlotta, si on en a parlé la semaine dernière avec un livre qu'ils ont sorti. Comencini, on n'en a jamais parlé, après on n'a pas forcément eu l'occasion, même si il y a quelques temps, c'est La Grande Pagaille qui était ressortie chez Rimini, je crois. Je suis même sûr d'ailleurs. Comencini qui est plutôt connu même pour justement La Grande Pagaille, pour les aventures de Pinocchio, je crois, qu'il a fait dans les années 70 aussi. L'Incompris reste son titre le plus connu. Moi, j'étais convaincu de l'avoir vu, en fait. J'étais sûr de l'avoir vu. Figure-toi qu'on en a parlé lors d'une émission, mais il y a 10 ans. C'est vrai ? Ouais, moi en tout cas. Ah ouais ? Et du coup, moi, en le voyant cette semaine, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, j'ai pas vu ce film-là. Je m'en rappellerai, en fait, parce que c'est bouleversant, hein, de toute façon. Et j'avais en tête plutôt un film en mode Les Innocents c'est Clayton, hein, je crois, Les Innocents, voilà, avec un petit côté surnaturel ou des choses comme ça. Même si on a déjà passé des extraits qui ont pu divulgacher pas mal de choses, je conseille à tous ceux qui n'ont pas vu le film d'arrêter de nous écouter tout de suite parce que on va divulgacher à fond, et je vais commencer même par un léger pitch du film parce que c'est un truc qui m'intéressait quand même pas mal. Même si dans le cadre du mélodrame ça peut paraître finalement assez commun, même si je me rappelle pas trop avoir vu des mélodrames, mais il y a pu y avoir des téléfilms M6 hein, qui parlaient de choses comme ça, hein. Mais c'est l'histoire du consul à Florence en Italie, donc du consul anglais hein, qui sa femme vient de mourir, il rentre dans sa grande demeure auprès de ses deux fils, je sais pas, il a quel âge Andrea, il a 9 ans, ouais, 10 ans je pense, peut-être 10 ans, ouais. Et puis Emilio qui du coup lui doit avoir 5 ans, ouais. Un truc comme ça. Pour leur voilà, sa femme vient de mourir et ils sont pas encore au courant, les enfants. Il a en tête de le dire à l'aîné parce que il est convaincu que l'aîné est quelqu'un d'assez fort, mais de le cacher pour le moment au plus petit, et donc il va le dire à l'aîné, puis l'aîné le prend pas forcément bien, mais en tout cas il n'y a pas d'effusion de larmes ou de quoi que ce soit, donc il dit tiens, toi t'es vraiment courageux, t'es vraiment fort, quoi. Par contre il va falloir ménager le plus petit, quoi. C'est là-dessus que ça part le film. Très rapidement, il n'y a pas trop de suspense, hein. Le petit va quand même être au courant, voilà. Mais par contre le grand, lui, ne va pas, enfin voilà, va rester dans la vision du père, considéré en tout cas comme fort, comme être capable justement de supporter tout ça. Et il faudra protéger le plus petit, ça sera la mission principale du père, de tout le monde d'ailleurs, de protéger le plus petit, et le plus grand il va être capable justement, il est fort, quoi. Et c'est lui l'incompris, voilà, du film. Ouais, c'est un film qui est, j'ai l'impression, qui fait partie de ces films un peu imparables en fait, quoi. Enfin, en termes d'émotion. Je veux bien croire en fait qu'on puisse s'emmerder ici et là dans le film, parce qu'on va suivre le quotidien des enfants, ouais, justement, le quotidien des enfants. Qui vont eux mener leur vie. Le père est peu présent malgré tout. On voit la vie des enfants, on les voit avec les différentes nourrices, gouvernantes, on va dire. Donc on va voir le quotidien des enfants, on va voir comment justement Andrea, le grand frère, va aussi
s'accommoder en fait du plus petit qui est très innocent pour le coup parce qu'il a 5 ans évidemment. Donc comment on fonctionne avec ça et puis faire aussi entre justement cette relation qu'il peut avoir avec son petit frère et puis celle des adultes lui-même qui est très mature en effet pour son âge, mais ça cache justement aussi sans doute c'est quand même un gamin qui a perdu sa mère en fait, et à aucun moment c'est vrai dans le film, enfin à aucun moment les adultes ne vont à un moment se dire oui mais attendez lui il a que 10 ans en fait, il a quand même perdu sa mère quoi. Oui, parce qu'en fait c'est un film qui est sous l'angle quand même finalement de la chronique. Finalement, enfin c'est un mélodrame, ça c'est une évidence. Oui. C'est-à-dire que on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre du mélodrame, c'est-à-dire que on est dans cette logique de rétention et de dégagement d'émotions intenses quoi, complètement. À quel moment tu retiens l'émotion, à quel moment tu vas la lâcher. On n'est pas du tout dans un mélodrame flamboyant à la hollywoodienne. Carrément, on est dans un truc où quand l'émotion arrive, on sent que c'est un plan qui va durer 3 secondes de trop, c'est une échelle de plan qui va être beaucoup plus rapprochée et là tu es complètement dévasté. Mais clairement, la logique émotionnelle du film est une logique mélodramatique, mais au sens noble du terme, parce qu'il faut vraiment pas croire que le mélodrame est un truc très sale. Oui, non, mais ça on a déjà parlé dans cette émission. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un rythme, un ton dans le film. Oui, parce qu'en fait c'est une chronique, parce que finalement en termes dramaturgiques, on peut dire que clairement on n'est pas dans un mélodrame tel qu'on pourrait se l'imaginer, c'est-à-dire avec un échevelot de conflits qui vont aboutir. Ouais, voilà, c'est ça. Et carrément pas, on est plutôt sous un angle de presque de la chronique finalement quand on regarde. On peut voir des micro-drames qui se dressent et tout ça, mais le film est toujours, ça agit de façon complètement toujours souterraine quoi. Puis aussi en plus vu que c'est encore une fois c'est le cinéma italien, donc il y a évidemment cette trame mélodramatique. Mais on est avec des enfants aussi, et va aussi y avoir des séquences entre guillemets comiques, ou en tout cas qui vont jouer entre le drame, c'est-à-dire qu'on aura à la fois de la colère de la part d'un personnage, et puis quelque chose d'un petit peu, non pas burlesque, mais pas très loin en fait. Oui, complètement. Donc on va jouer avec ces deux tons-là, qui est le propre de ce cinéma italien de toute façon de la fin des années 60, des années 70, et c'est vrai qu'on n'est jamais dans un univers plombant, on est très très loin justement de l'esthétique mélodramatique hollywoodienne, ce qui fait que en effet comme tu dis, entre la chronique, entre ce ton là, il peut y avoir une espèce non pas de nonchalance de la part du spectateur à regarder ça, mais on sait pas très bien justement est-ce qu'on part vers quelque chose de vraiment abominable en termes d'émotion, ou est-ce qu'on est sur quelque chose de vraiment léger, limite comédie italienne. Voilà. Et je pense que c'est aussi un pur film de metteur en scène, dans le sens où effectivement quand on regarde les actions qui sont dépeintes, au final, on pourrait croire, il se passe pas grand-chose. Et en fait, ce qui va se passer, c'est dans les trucs de mise en scène. Parce que vu que tout ne repose que sur le non-dit, il s'agit de transmettre l'information des enjeux émotionnels qui vont se passer, quoi. Et ça va se passer de différentes façons chez Comencini, mais on sent très bien que vu qu'on est sur un film de l'enfance, on sait très bien que le premier truc qui va se passer quand on filme l'enfance, c'est déjà cette échelle des contre-champs, quoi. Plongée, contre-plongée, on filme à ras du sol, est-ce qu'on filme plutôt à hauteur d'adulte, plutôt à hauteur d'enfant, et on voit que toute la mise en scène s'articule là-dessus. Donc toute la logique du film va vraiment se faire là-dessus. À quel point ce personnage de l'aîné, par exemple, va être dans une situation impossible. Il est mis dans une position d'adulte par son père, et pourtant c'est toujours un enfant. Et à quel point lui, il n'a pas de place dans un système qui fait que il n'est pas petit, mais il n'est pas grand. Il n'a pas de place dans le truc, quoi. Et à quel point toute cette émotion-là va naître que par des trucs de mise en scène, ce qui fait que c'est pour moi un pur film en termes de cinéma. C'est passionnant parce que en fait on se rend compte que des plans, des fois il y a une émotion qui naît et on ne sait pas vraiment pourquoi, en fait. Parce que si on regarde vraiment avec attention le film, et non pas genre en analysant, mais parce qu'on est pris dans le système formel du film, l'émotion va naître parce que d'un coup il va y avoir un gros plan
Et ça va être une rupture formelle probablement et quelque chose comme ça, et d'un coup l'émotion va naître et on se dit oh putain c'est hyper fort, et tu vas être pris dans le truc. Oui, au contraire, tu parles d'un gros plan, mais ça peut être l'inverse justement. Oui, ça peut être complètement l'inverse. Un peu de recul, Ouais. et là tu prends un tout petit peu de recul et tu as un plan un peu plus large et là c'est vraiment une sorte de une espèce de sobriété, mais complètement. Finalement justement parce que t'as pas une mise en scène ostentatoire. Complètement. Après ce qui est vraiment marquant dans le film, je trouve aussi, en prenant un peu de recul, c'est que c'est les sautes de ton, quoi. Enfin, ça se ressent vachement par exemple sur la musique, parce que j'ai l'impression qu'il y a une logique musicale qui est très thématique. Il y a un Mozart qui revient régulièrement. Il y a un Mozart qui revient, il y a une musique un petit peu plus sautillante qui est associée mais même au le Mozart, tu vois, est un cadet. peu particulier parce que tu as quelque chose d'un peu mélancolique en fait là-dedans. C'est pas de la musique dramatique, c'est pas une musique dramatique, c'est pas complètement joyeux. L'introduit cette mélancolie en fait qui s'installe et qui correspond complètement. Et je pense que ce qui est très étonnant, et là où je voulais en venir, c'est qu'en fait l'alliance, les deux musiques clairement sont pas du tout sur la même couleur musicale. Et pourtant, il y a un côté hyper audacieux, c'est-à-dire que dans le film, les deux musiques, en fait, vont presque s'alterner, mais façon jukebox, quoi, sans fondu ou je sais pas quoi. Ça va être, on passe sur une musique de Mozart, dont j'ai oublié le titre de ce single de Mozart, mais en tout cas, d'un coup, on va arriver sur la musique sautillante du gamin, et tu dis, c'est presque en jump cut musical, quoi. Et tu dis putain, et en fait la violence du film, qui est une violence qui est à la fois hyper juste, de dire voilà cette intrication de la mort et de la vie, tout est là-dedans en fait. Et c'est vraiment il y a un côté hyper audacieux plastiquement, parce que tu dis clairement là on n'est pas on parlait du mélodrame, après c'est un peu débile de vouloir relier ça au mélodrame sous sa forme américaine, mais en même temps tu te dis si on veut vraiment délimiter une sorte de spécificité de ce film là, c'est que clairement la façon dont il a de varier les tons, mais de façon extrêmement brutale, si on le regarde de loin, ça passe dans le film, mais si on le regarde de loin, c'est extrêmement brutal la façon dont il a de passer d'un ton à un autre, et ça pourtant il arrive à opérer une sorte de logique émotionnelle qui va arriver à des pleurs complets, enfin qui est d'une efficacité redoutable, qui est proprement presque américaine au sens mélodramatique, quoi. Enfin, il y avait trois petits trucs que la première chose, c'est avant que j'oublie, faut que je vois le générique, mais je crois que c'est le monteur de était une fois dans l'Ouest qui est au montage du film. Alors, je sais pas si ça a joué, mais en tout cas ça m'intriguait de voir, voilà, c'est le même monteur que celui de Sergio Leone qui travaille là-dessus, vu que tu parlais de ça. Et c'est vrai que moi il y a un truc sur le montage qui m'a fasciné, parce que comme on est sur la chronique, je me suis dit c'est très compliqué, même si c'est adapté d'un vieux roman, en termes de scénario, tout ça machin, comme les enfants évoluent, comme on est dans la chronique, ça m'a un peu impressionné de voir, mine de rien, l'efficacité en fait du film en termes de rythme et tout ça m'impressionnait. Avant que j'oublie, la deuxième chose c'était non, c'est bon, j'ai oublié la deuxième chose, et donc je passe directement à la troisième, qui est sans doute ma séquence préférée du film, qu'on a entendu au post-générique. C'est que Andrea, donc l'enfant, l'aîné, découvre que son père écoute en cachette un petit peu des bandes magnétiques avec la voix de la maman enregistrée. Donc dès qu'il découvre ça, du coup il va aller réécouter les bandes, et il va les écouter, et puis il va faire une fausse manip sur la machine, et effacer la bande et enregistrer à la place une émission de radio, je crois, enfin de la musique justement, quoi. Donc il va vite, dès qu'il découvre qu'il a fait une bêtise, va voir un vieux monsieur dans un magasin pour essayer de récupérer la bande, et puis comme on a pu l'entendre dans l'extrait, le vieux monsieur lui explique que c'est pas possible, quoi. Et cette séquence où il découvre qu'il a perdu en fait la dernière trace, mis à part le portrait de sa mère qui trône dans le bureau de son papa, un portrait peint, la dernière trace audio où il pouvait entendre la voix de sa mère, où il découvre que c'est disparu, qu'il pourra plus entendre ça m'a complètement flingué en fait. Voilà,
Je vais faire une analogie absolument abominable, hein. Mais c'est vrai qu'en voyant ça, j'ai pensé moi à des films que j'ai effacés par erreur, des cassettes que j'ai effacées par erreur. Je me rends bien compte que c'est abominable comme analogie. Mais du coup, je sais pas, j'ai eu un rapport à ça et en comprenant tout à fait en même temps ce qu'il vivait. C'est-à-dire qu'en effet, là, il perdait un truc qui était le truc le plus précieux qu'il avait au monde, grosso modo, quoi. Il découvre qu'il l'a perdu, et puis là le vieux monsieur qui est tout à fait charmant lui file du cognac et il est ivre mort et puis il va dégueuler après. Mais c'était un moment qui était extrêmement puissant dans le film, et je trouvais que je me suis vraiment dit putain, c'est pas évident en fait à montrer, à mettre en scène, à mettre en image sans justement que ça en fasse des caisses. Cette séquence, elle est mise en scène, elle est filmée avec beaucoup de simplicité, en fait. Et je me suis dit, Coventin, ça m'a fait penser un petit peu à du Lumet, c'est-à-dire qu'il a conscience que ce qu'il a en face de lui, c'est extrêmement fort, c'est pas la peine d'en rajouter. Et c'est ce que je me suis redit avec plein d'autres séquences du film. C'est que c'est filmé avec beaucoup de justesse. Je mets ça entre beaucoup de guillemets, bien évidemment, mais c'est sans sureffet, sans justement mise en scène, encore une fois, ostentatoire. C'est-à-dire il a trouvé quelque chose d'assez juste, malgré ces décalages de ton qu'il peut avoir dans le film. Quand il y a besoin, quand il y a une séquence comme ça qui est forte, y compris pour la séquence finale qu'on écoutera pour le générique de fin, il a trouvé, je pense, le recul nécessaire, et il a évité énormément d'écueils de mise en scène. On aurait pu rendre la séquence éminemment mélodramatique et désastreuse, c'est terrible. J'imagine un Nolan qui filme, tu vois, une séquence pareille, justement. On parlait de ces problèmes de mise en scène au début de l'émission. Quelqu'un comme Guy Ritchie ou Nolan aujourd'hui qui devrait filmer quelque chose, une séquence de ce genre-là, d'un coup on aurait des tonnerres, on aurait énormément de choses pour nous montrer. Là c'est terrible. Et non, là c'est filmé avec énormément de simplicité, et ça m'a fait énormément de bien, non c'est pas le terme, mais avec le recul, tu vois, je me dis voilà, là quelqu'un qui a compris qu'il avait en face de lui quelque chose d'important à filmer, et il a trouvé le bon recul pour le faire, quoi. Oui, et puis de toute façon, tu me parlais hors antenne de l'accueil critique catastrophique qu'avait pu avoir le film. C'était peut-être ça le deuxième point que je voulais aborder. 66, c'est en 66, mais ça devait être ça le deuxième point que j'ai oublié. Et c'est vrai que ça c'est assez dingue, parce qu'il y en a quelques-uns des films comme ça qui ont eu un accueil critique désastreux, et dont on peut voir de délimiter assez rapidement la raison. C'est que c'est des films qui ont complètement qui ont un style relativement invisible, qui manipulent une sorte d'émotion relativement secrète au final, et qui sont quand même une logique mélodramatique souterraine, dans le sens où ils font pleurer quasi immanquablement, et l'incompris en fait partie. Moi je rapprocherais ça du film Quelques minutes après minuit de Bayona, qui est un film relativement récent, qui est évidemment pas du tout dans le même genre, parce qu'il y a un gros monstre et tout ça, et qui est un film qui avait aussi eu on lui reprochait d'être mélodramatique, vraiment d'être très lourd et tout, et je me souviens que c'était le critique Rafik Djoumi de Capture Mag qui disait, mais il était à la projection de presse et puis il voyait les journalistes essuyer leurs larmes à une scène qui me paraît être imparable. J'ai quelques reproches sur le film, mais là, il y a une scène en particulier qui me paraît être incroyablement je pense qu'on pourrait montrer à cette scène-là un body snatchers pour savoir si c'est un être humain ou un body snatcher. On va dire, bah oui, cette scène-là, elle est juste incroyable, quoi. Elle fout les poils, quoi, complètement, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, il y a un truc de la critique de cinéma qui est clair, qui est clair, c'est que si jamais on pleure, au bout d'un moment, il faut se défendre, quoi. C'est le film a été plus fort que nous, quoi. On a été violés, quoi. Ouais, on a été violés. C'est un peu ça, et c'est ce qu'a vraiment subi, probablement, on l'a compris. Mais visiblement, à la sortie en 66 au Festival de Cannes, il est vraiment, les gens se déchaînent, il est hué. On lui reproche d'exploiter, grosso modo, le monde dans l'enfance et la détresse de l'enfance. Et il n'y a pas le droit de faire ça, c'est un scandale. Et il faut attendre 10 ans. Le film est un échec, ça va sortir en France en tout cas. Il faut attendre 10 ans pour qu'il ressorte. Et puis là, d'un coup, les critiques ont complètement changé 10 ans plus tard. Et puis voilà, c'est considéré comme un grand film finalement.
Ce qu'on a découvert un peu tard, nous aussi, c'est qu'il y a même un remake américain de Jerry Schatzberg avec Gene Hackman, qui a été un petit peu malmené par la production, visiblement, qui a imposé un happy end. Donc évidemment, ça change le tout pour le tout. Mais c'est vrai que je suis malheureux d'avoir découvert ça un peu tard, parce que j'aurais été très curieux de voir quand même Gene Hackman aussi, et puis ce film-là, même si le final n'est pas... Gene Hackman qui jouait l'enfant. Ouais, c'est ça. J'aurais été très curieux, puis j'aurais bien aimé pouvoir dire à l'antenne ce que ça pouvait valoir. Un film qui a été complètement oublié, qui s'appelait Misunderstood. Chagrin d'amour en français, je crois, ce qui évidemment n'est pas très très vendeur, je pense, même en 84. Je pense que Chagrin d'amour, si c'est pas une chanson populaire française, ça fonctionne pas trop. Mais le fait est que voilà, le film, malgré tout, au bout de 10 ans, avait déjà acquis finalement un statut quasi de classique. Et c'est vrai que moi, c'est peut-être pour ça que j'avais l'impression de l'avoir déjà vu, c'est que L'Incompris de Comencini, pour moi, c'était. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est un classique dans le sens où ça intègre la très short list des plus grands films sur l'enfance, aux côtés de l'enfance nue, des 400 coups, c'est sûr. La ruche, voilà. Mais en tout cas, et c'est clairement, voilà, ça se joue entre les 5 là. Évidemment, le meilleur, c'est l'enfance nue, mais on reparlera de Maurice Pialat bientôt. Il est temps d'arrêter cette émission parce que justement, on a un extrait de L'Incompris assez long pour terminer. L'Incompris qui ressort donc en Blu-ray chez Carlotta, et puis pour toutes des autres choses. Vous avez bien compris ce que ça valait, mais vous pouvez quand même venir à l'Arvor. Il y a des choses à voir qui sont très intéressantes. Merci Antonin de nous avoir accueillis et d'avoir participé à cette émission encore une fois. C'est très sympathique au bout de 15 ans de rester quand même au micro de cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission bien évidemment en podcast sur le site de Canal B, et puis retrouver le lien sur les différents réseaux sociaux qu'Antonin utilise, Facebook, Instagram et tout le tremblement. TikTok, oui. C'est vrai que le TikTok du cinéma est mort vaut quand même son pesant de cacahuètes. On se quitte avec un dernier extrait de L'Incompris. On se retrouve très bientôt. Ciao. Bisous. Descrivi il tuo migliore amico e spiega su che è basata la vostra amicizia. Senza alcun dubbio, il mio migliore amico è mio padre. Naturalmente ha molti più anni di me, ma questo non fa nessuna differenza. È molto alto e molto forte. Può sollevarmi facilmente con una mano e parla molte lingue. Oltre che padre e figlio, noi siamo molto amici e la nostra amicizia si basa su tante cose. Per esempio, giochiamo spesso insieme e tra noi non c'è mai nessun segreto. Se qualche volta io mi sento un po' triste, lui mi capisce al volo. Allora mi prende in braccio e mi dice: perché non l'hai finito? Tu non mi dici mai niente. Andrea, vuoi che lo finiamo insieme? Ti prego, proviamo. Se vuoi. Certo, subito. Vediamo come possiamo continuare, eh? Mi prende in braccio e mi dice: figliolo, perdonami. Perché non è vero che il tuo papà ti ha sempre capito. Era così accecato dal suo dolore che non si è accorto che anche tu soffrivi forse molto più di lui. È vero? Papà ci ha messo molto tempo a capirlo, troppo tempo, eh? E questo è triste, imperdonabile. Ma da ora saremo veramente amici, perché ora è lui che te lo chiede, ed è orgoglioso di chiedertelo. Tu sei proprio il figlio che ogni padre vorrebbe avere. È tutto vero, papà? Sì, sì. Vedrai che guarirò. E non mi importa se non potrò più camminare. Però mi sento tanto debole. Così, se anche non dovessi farcela, non essere triste. Quando la mamma se n'è andata, io sono rimasta con te. Ma se la mamma ora mi vuole... Papà... Andrea,
Andrea! Andrea, ci sei riuscito a fare il giro della casa con la palla senza mai sbagliare? Papà si è addormentato. Sì. Si sveglia se gli dà un bacino. No. Va, torna a giocare.